Tous. Donc notre première table ronde va tourner autour des usages du calcul intensif avec donc besoins et usages des communautés, comment les moyens de calcul actuels y répondent et comment anticiper leur évolution. Je vais vous présenter les participants à la table ronde. Nous avons en fait deux groupes. Un groupe plus représentant les utilisateurs avec Virginie Grand-Girard. Peut-être vous vous levez, peut-être ça permet de mieux que vous identifiez mieux les personnes, qui est du CEA et qui est représentante ici du comité des utilisateurs de GENCI. Thierry Deutsch, également du CEA, mais qui est ici au titre du nouveau président du CT9, à la fois physique, chimie et propriété des matériaux, et qui est de Grenoble. Et puis Éric Lamballet, voilà, de l'Université de Poitiers, qui est ici représentant, qui est le président du CT2A, écoulement non réactif, plutôt avec une expérience. Enfin, Thierry est tout nouveau et Éric en fin de mandat. Voilà, donc on a les deux extrêmes, si on peut dire. Et puis, trois représentants plutôt du côté centre de calcul. Donc, Jean-Philippe Proux pour GENCI, il vient d'être présenté, donc c'est peut-être pas la peine de représenter. Violaine Louvet de Grenoble, qui ici représente pour les mésocentres et qui est responsable du mésocentre de la commune de Grenoble-Alpes-Gricade. Et puis Olivier Rouchon du CINES, et qui est directeur du département calcul intensif, si je ne me trompe pas. Voilà, donc l'idée c'est de cette table ronde, on va diviser en trois thèmes. Un premier thème sur les besoins et les usages, donc autour de cette notion de pyramide et comment un peu les utilisateurs naviguent ou quels sont les freins, les difficultés dans cette pyramide. Deuxième partie sur les moyens d'aide et d'assistance. Ah oui, j'ai oublié de me présenter, excusez-moi. Sylvie Joussaume, je suis de l'IPSL, mais je suis ici en tant que présidente du comité d'évaluation de GENCI. Je suis désolée, je me suis oubliée. Et puis, donc, deuxième partie, moyens d'aide et d'assistance. Et troisième partie, les besoins à long terme, le côté comment un peu on peut travailler avec les communautés pour faire remonter les besoins à long terme, mais est-ce qu'on peut améliorer le processus ? Et puis, une quatrième partie, on aimerait bien avoir des réactions de la salle, donc une partie discussion. Donc, il va falloir que je fasse très attention au temps, j'espère qu'on ne va pas trop dériver, de façon à pouvoir garder un temps de questions avec la salle et avec les visionnautes, si j'ai bien compris. C'est Annabelle qui s'occupe, c'est Thomas qui s'occupe d'être en contact avec un certain nombre de gens via le web, c'est ça ? D'accord. Très bien. Donc, abordons la première question sur les besoins et les usages. Alors, attendez, je m'installe quand même. Donc, Jean-Philippe a présenté la pyramide des différents types de moyens de calcul à disposition des communautés scientifiques. Donc, partant du niveau Tier 2, le niveau régional, le niveau Tier 1, qui est le niveau national, et le niveau Tier 2 qui est le niveau européen, et donc PRACE, l'infrastructure PRACE, le niveau Tier 1, donc GENCI, et le niveau Tier 2, mésocentre et équipe ATMESO, donc avec GENCI qui est aussi impliquée. Donc la question par laquelle on voudrait démarrer, c'est est-ce que ce système de pyramide, ça répond aux besoins des utilisateurs, et est-ce que les utilisateurs finalement naviguent, Jean-Philippe, tu disais que 60% des utilisateurs Tier 1 utilisent aussi du Tier 2. Est-ce que finalement c'est très transparent pour les utilisateurs et ils naviguent sans problème dans ces trois niveaux, ou finalement est-ce qu'il y a encore des freins et est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer pour utiliser au mieux? Et en même temps, tu disais aussi que certains codes qui sont sur Tier 1 devraient plutôt être adaptés Tier 2. Voilà, donc il y a peut-être des choses à faire entre ces différents niveaux. Donc je vous propose de commencer plutôt par les utilisateurs et de voir les centres plutôt en réponse. J'ai envie de commencer par Éric, parce que toi tu as une plus grande expérience. Non, tu voulais démarrer par... Tu n'étais pas prêt? Voilà.
après. Oui, oui. Bon, non, juste, je suis président de CT, donc finalement, je ne suis pas un vrai représentant d'utilisateur. Je veux juste dire ça, hein, parce que, en fait, là, ce que je vais raconter, c'est plus des choses qu'on arrive à deviner dans les dossiers, ou alors parfois avec des contacts avec les responsables de projet. Mais on n'est pas en contact avec les utilisateurs eux-mêmes, quoi. Oui, Voilà. mais vous êtes en contact avec les demandes, les dossiers, donc il y a quand même pas mal de choses, je pense, qui transparaissent. Et puis, et puis après, on aura Virginie qui pourra compléter sur une vision plus comité utilisateur. Bon, alors, pour la pyramide, ça c'est la première chose. Bon, moi, franchement, je pense que, en tout cas dans notre CT, les responsables comprennent très bien le principe et ils argumentent souvent d'ailleurs pour convaincre de la validité de leur demande que, bon, voilà, ils font le développement sur le tiers 2, ils sont prêts, etc. Ils peuvent faire un peu de production légère et puis après, hop, le tiers 1, ça va vraiment pouvoir faire de la production plus soutenue. Et puis, ils argumentent aussi en disant, voilà, en plus, le tiers 0, on va faire vraiment de la production lourde, on va faire un résultat de rupture et le tiers 1 va nous aider à ça, etc. Donc, moi, je pense que cette circulation-là, moi, ça fonctionne très bien. Je dirais juste, il y a la question des règles qui ne sont pas forcément homogènes, au niveau du tiers 2 notamment, sur les règles d'attribution. Je pense que là, moi je dirais la plupart des responsables de projet ne sont pas au clair avec ça. Et d'ailleurs, il est arrivé, alors j'essaie de faire vraiment le retour au niveau du comité thématique, il est arrivé qu'au niveau de l'évaluation, on fasse des propositions aux responsables de projet d'aller sur un tiers 2, parce qu'il nous semble que, voilà, compte tenu du type de calcul qu'il veut faire, le tiers 2 est plus adapté. Et on a eu plusieurs fois la réponse, oui, mais j'ai pas de mésocentre dans ma région, etc. Donc ça raconte qu'il n'y a peut-être pas la conscience de la réelle accessibilité des mésocentres, indépendamment même de sa situation géographique. Donc voilà, moi je dirais qu'il y a ça, il y a les règles pour accéder au tiers 2 qui n'ont pas l'air toujours bien connues et puis qui sont, je pense, un peu hétérogène. Et puis un dernier point sur le tiers 0, j'essaie là de faire la synthèse. Le tiers 0, certains responsables de projet ils disent qu'ils vont y aller, etc., au niveau du GENSI, mais on sent quand même que c'est un petit peu dissuasif. Bon, voilà. Hein, c'est-à-dire, finalement, alors là j'ai entendu qu'il y avait même une aide qui était proposée voilà. Mais moi je le vois, hein, il y a une certaine réserve. Alors, d'abord dans le format de la demande, qui est quand même vécu comme étant plus exigeant, contrairement, tu vois, alors après, ça voilà. Et puis, les contraintes de calendrier aussi, c'est-à-dire qu'ils savent que on n'est pas dans le pérenne, là, on est dans le passage sur un temps très, très défini, très court. Voilà, un projet, et puis aussi, on doit détruire ou récupérer toutes ces données rapido, quoi. Hein. C'est entre la production et la conservation des données. Voilà. Alors ça crée, je pense, un peu une hésitation à passer vers le tiers 0. Et et puis une dernière chose, et je pense qu'ils savent aussi que le type de décision qui est prise au niveau tiers 1, parfois c'est des décisions de compromis compte tenu de la pression sur les machines, compte tenu mais pour essayer de faire que les projets soient pérennes, alors que là ils savent que le tiers 0 c'est du tout ou rien, et parfois monter un dossier pour rien, c'est un peu et donc voilà, j'ai essayé de faire la synthèse au niveau de la pyramide. Très bien, je pense que ça donne déjà. Virginie, tu veux réagir ? Oui, je pourrais. Ça marche. Je pourrais peut-être réagir justement en tant qu'utilisatrice du tiers 0. Je représente plutôt la communauté Fusion. Effectivement, c'est vraiment quelque chose de compliqué pour nous à avoir dans l'agenda, parce que c'est le tout ou rien. Donc c'est par exemple pour nous, c'est soit 50 millions d'heures, soit rien du tout. Donc c'est très très compliqué. Donc imaginer une simulation ou des expériences sur 50 millions d'heures, ça demande, c'est vraiment un projet à part entière. Et c'est des heures dont on a besoin, et savoir que soit on les a
soit on les a pas du tout. C'est très compliqué. Et effectivement, je rejoins le fait qu'on a sur ce temps donné 50 millions d'heures et après on a 1 ou 2 mois pour récupérer l'intégralité des données. Et donc ça, c'est très, très, très lourd à gérer, quoi. Et donc je pense que c'est ça qui rebute un peu les gens. Alors nous, on est dans une communauté, par exemple, où on commence à avoir des besoins de 50 à 100 millions d'heures annuelles. Et là, je pense qu'on est justement, pour Gency, une communauté qui commence à avoir des soucis parce qu'on ne peut plus avoir cet équivalent d'heures dans les tiers 1. Et on n'a pas une assurance d'avoir ce nombre d'heures annuelles sur les tiers 0. Donc je ne sais pas si Gency peut réagir sur ce point-là. Comment ils envisagent justement, parce que j'imagine qu'il y a de plus en plus de projets qui commencent à demander 50 millions d'heures annuelles, voire plus. Et j'ai l'impression que le gap entre le tiers 1 et le tiers 0, avec ce fonctionnement justement du tout ou rien, n'est pas comblé, quoi. Jean-Philippe, tu veux répondre ? Effectivement, une des préoccupations qui était remontée dans l'enquête, c'était d'avoir des projets pluriannuels. Donc ça, on sait le gérer, on l'a fait avec Simipsys. Ce qui nous manque pour l'instant, c'est d'avoir un networker unique en face, qui est capable de s'engager sur un volant d'heures, sur des consommations régulières, enfin au moins un calendrier bien défini. Et ça, à part la communauté climat, on l'a pas. Mais voilà, peut-être que la communauté fusion pourrait se structurer pour nous faire des demandes très globales. Et donc après, à faire passer directement au niveau de notre conseil d'administration pour valider ces heures-là, comme l'a fait le climat, pourquoi pas. Hein. Mais on ne peut pas traiter des cas particuliers, je dirais, en dessous de 20 millions. Quoi. Enfin, il faut vraiment des enveloppes importantes, quoi. Alors, Press peut, en fait, le tiers 0 peut faire du pluriannuel. Hein. Je sais que nous, moi j'étais pas mal impliquée dans le comité scientifique et on a poussé ça parce qu'il est clair que ça répond mieux à certaines communautés avec une certaine lourdeur pour aller installer les codes, par exemple. Enfin, on ne peut pas nécessairement répondre juste sur un projet d'1 an. Mais pour le moment, c'est assez limité. Mais s'il y a plus de communautés qui font de la pression là-dessus, c'est peut-être quelque chose qui pourrait évoluer. Parce que si on regarde aux États-Unis, Insight, c'est du pluriannuel. Peut-être une question à Gency aussi. Par exemple, on voit, ou au président des comités, est-ce qu'on voit plusieurs communautés, par exemple, qui ont une demande de 20 millions d'heures tous les ans et qui pourraient justement se mettre en relation pour essayer de développer cette demande de projet pluriannuel, quoi. Ouais, pour l'instant, j'aurais du mal à vraiment identifier, mettre en cohérence des projets avec cette optique-là. Ouais. Là, mais en même temps, c'est vrai que je pense que ce qui va se passer à l'avenir va peut-être être plus compatible avec cette façon de penser les choses que tout l'historique précédent. Je ne sais pas. Mais non, là, comme ça, j'aurais pas d'idée de ce type. Parce qu'effectivement, des demandes comme l'IPSL, ça ne vient pas juste du porteur de l'IPSL. Il y a toute une phase par les tutelles qui remontent pour valider ça. Enfin, je veux dire, il faut vraiment... l'autorisation entre guillemets de tous les associés, parce que vu les budgets qui sont en jeu, c'est juste colossal, quoi. Donc c'est pas juste une personne qui porte un projet gros, pluriannuel, etc. Non, on a besoin de toute la communauté, quoi. Thierry ? Bien, donc moi je suis président du CT9, donc matériaux, et je vais mélanger matériaux et chimie pour faire simple. Donc c'est complètement différent, c'est-à-dire que nous on se retrouve avec énormément de problèmes à résoudre dans les matériaux, la chimie, avec beaucoup d'utilisateurs, pas forcément un volume d'heures important, c'est-à-dire ça va de 50 000 heures à plusieurs millions. Et le premier problème déjà de tiers 0, c'est que c'est un peu haut. C'est-à-dire pour une équipe, alors c'est des équipes, on n'a pas, quand je parle d'un labo, ça va être 5 personnes, 6 personnes maximum. Donc porter un projet de plusieurs millions d'heures, c'est compliqué. C'est très demandant en temps ressources humaines, et ça, la marche est un peu haute, quoi, pour passer de tiers 1 à tiers 0. Ça, c'est un retour des utilisateurs, hein, j'ai eu le cas dans mon labo. Mais c'est important, c'est-à-dire qu'on s'est bien identifié avec un projet bien ciblé. C'est intéressant d'avoir accès à tiers 0 parce que c'est un volume d'heures supplémentaire. On est plutôt, je dirais, l'allocation maximum du CT9, c'est quelques millions, ça doit être 5 millions, quelque chose comme ça, mais c'est exceptionnel.
Voilà. Donc après, pour les utilisateurs, pour passer de tiers 1, tiers 2, tiers 0, je dirais donc le tiers 0, comme j'ai dit, la marche est haute. Ça se fait au cas par cas après réflexion. Pour le tiers 1, c'est assez accepté. Et là, on a plutôt l'inverse. C'est-à-dire que des utilisateurs, bon, ça peut être en chimie, c'est aussi en matériaux. Les codes ne sont pas forcément massivement parallèles. Hein. Il y en a même qui tournent que sur un nœud. Donc là, on pourrait se poser la question de l'intérêt d'aller sur Curie ou autre. Bon, mais voilà, il y a le problème de la mémoire, il y a tout ça. Donc de tiers 1 à tiers 2, je dirais que les gens essayent de trouver les ressources de calcul où ils les trouvent. Voilà, pour faire simple. Donc ça peut être à Grenoble, ça peut être sur Curie, ça peut être sur tous les centres. Ensuite, il y a aussi des machines de labo qui sont utilisées pour des calculs, quoi. Voilà. Et on se retrouve... alors le problème des codes, c'est qu'on a des codes qui sont... je dirais, reconnus par la communauté, qui sont presque la référence. Hein. Alors je citerai 2 cas, VASP et puis Gaussian. Donc c'est presque incontournable. C'est-à-dire on est obligé de faire des calculs sur VASP ou sur Gaussian. Même s'il y a d'autres codes qui sont mieux, qui sont massivement parallèles, qui pourraient faire l'affaire, mais il y a des fois, il n'y a pas tout ce qu'il faut pour faire une simulation. Par contre, du coup, comme il y a un nombre limité de codes, c'est un cas où en fait on pourrait, la communauté peut s'organiser pour avoir les codes disponibles sur plusieurs Ils sont disponibles, types de mais machines. par exemple en DFT, donc en calcul de structure électronique, il y a peut-être 50 codes qui existent. Et les gens ensuite patchent leur code ou patchent leur version. Après, quand je parle de Gaussian, c'est un code commercial. Il est installé, je crois, partout maintenant. Mais c'est pour la chimie, par exemple, c'est le code de référence pour certains calculs où ça ne tourne que sur Gaussian. Parce que ça a été une méthode a été implémentée sur Gaussian. Donc c'est un peu spécifique, assez particulier. Peut-être Violaine, sur la partie mésocentre. Oui, je voulais en particulier commencer à répondre à ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que l'accès au mésocentre est assez hétérogène. Donc effectivement, je confirme, parce que le contexte d'un mésocentre, c'est d'être local. Et donc, en particulier, les financeurs sont locaux et ils sont différents d'un mésocentre à l'autre. Et donc, c'est les financeurs qui définissent un petit peu les règles d'accès des mésocentres. Et c'est pour ça que c'est hétérogène. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, en particulier avec les utilisateurs des tiers 1 pour leur montrer aussi les potentialités d'utilisation qu'on peut avoir dans les tiers 2. Et je pense qu'il y a pas mal de travail à faire en collaboration avec les communautés d'utilisateurs et aussi GENSI. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et sur la couverture qui ne serait pas complètement nationale, alors effectivement, c'est un peu lié aux universités et au fait qu'ils investissent ou non dans un mésocentre, hein, puisque c'est quand même souvent les financeurs qui sont les universités. Donc mais c'est pareil, à nouveau, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à travailler ensemble pour identifier les personnes qui ont besoin de tiers 2, où elles se trouvent et quel est le tiers 2 qui serait le plus adapté pour eux. Donc là, je pense que c'est vraiment un travail à faire en collaboration tous ensemble. Olivier, est-ce que tu as des points complémentaires qui n'ont pas été évoqués ? Juste pour dire que effectivement la collaboration entre tiers 1 et tiers 2, elle existe quand même quelque part. On a nous des affinités un petit peu avec les mésocentres de notre région, sur Montpellier, avec Toulouse, avec Montpellier, mais aussi avec les autres mésocentres qui peuvent avoir des technologies similaires aux nôtres. Tout à l'heure on parlait de Gaussian par exemple, qui est disponible au CINES comme dans la plupart des tiers 1, mais on a pu avoir des interactions avec le mésocentre de Calmip par exemple pour arriver à avoir des compilations avec d'autres compilateurs que ceux fournis en standard par Gaussian pour avoir le maximum de performance. Donc il y a des interactions qui existent entre mésocentres, entre tiers 1 et tiers 2. Ça se fait à d'autres niveaux également, au niveau formation, où on peut organiser des formations conjointement. Ça se fait aussi sur tout ce qui est recrutement, puisque c'est assez difficile d'avoir des personnes compétentes sur le HPC au niveau tiers 1, et il nous arrive par exemple d'avoir des gens qui sont embauchés par exemple au CINES alors qu'ils ont fait leurs premières armes dans des mésocentres régionaux, Montpellier, HPC ALR par exemple. Donc voilà, donc
cette interaction, elle existe donc entre les tiers 1 et les tiers 2 et avec les utilisateurs également, puisque du coup il y a une sorte de promotion pour les utilisateurs de tiers 2 qui démontrent les performances sur ces mésocentres avant de pouvoir prétendre à passer sur les procédures type DARI. D'accord, donc en fait on voit donc tier 2, l'aspect hétérogène et qui effectivement est lié aux financeurs, mais il y a peut-être une information un peu plus on peut peut-être améliorer la connaissance, l'information de là où c'est ouvert, pas ouvert. Il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Difficulté tier 1, tier 0, qui est le fait d'y aller c'est un gros projet à un moment donné et que c'est pas toujours facile à manager suivant les communautés. Il y en a d'autres, des communautés, j'imagine, qui peuvent plus facilement le faire que d'autres. Donc on voit en fait, j'ai l'impression qu'on voit un peu il y a peut-être des choses à faire pour essayer de faciliter un peu, même si il y a des limites à chacun des systèmes liés à des financements différents et à des modes de sélection différents. Justement, est-ce qu'on pourrait passer à la deuxième question au niveau des moyens d'aide et d'assistance? Est-ce que en fait l'existant, il y a un certain nombre de moyens d'aide et d'assistance? Est-ce que les existants suffisent? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce que les utilisateurs en ont bien tous connaissance? Et est-ce qu'on peut essayer aussi de faire remonter peut-être les besoins? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire et suggérer sur la partie aide et assistance? Alors, qui voudrait démarrer? Peut-être Virginie? Oui, je peux peut-être avoir une petite expérience au niveau des retours des utilisateurs. En fait, ce que je vois remonter, c'est que souvent les gens se plaignent du manque de documentation pour passer d'un centre à l'autre. C'est-à-dire où les gens qui arrivent du tiers 2 pour commencer à calculer sur leur tiers 1, j'ai souvent des remontées de personnes qui disent ils pensent qu'il y a l'information, mais qu'elle est assez disséminée, et je pense qu'ils sont un peu perdus. Donc je ne sais pas si l'idée peut-être de mettre en place un contact, peut-être pour les centres, pour pouvoir les aiguiller. C'est vrai que quand on regarde les sites, on trouve au bout d'un certain temps, j'imagine, sur chaque centre l'information dont on a besoin, mais quand même, il faut voir, je pense que pour les utilisateurs, les 3 centres sont comme, on parle d'homogénéisation, mais c'est quand même 3 centres distincts avec des modes de fonctionnement distincts, et porter un code d'un centre à l'autre, c'est compliqué, et à chaque fois, faut réapprendre la façon de fonctionner des centres. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour améliorer. Ces 3 centres là, c'est Cines. Cines, ouais, voilà. Ouais. Donc, et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a beaucoup de turnover ou si les gens par habitude restent, parce que je voyais par exemple sur le climat, ils parlaient de l'IDRIS et du TGCC, donc pas du Cines. Est-ce que les communautés ont eu tendance à essayer de rester en place sur une machine dont ils ont l'habitude? Ça, je pense qu'on peut avoir les présidents de CT peuvent donner un peu un retour là-dessus. En fait, c'est par projet. C'est-à-dire souvent, les personnes sont habituées à être sur une machine plutôt qu'une autre. Et ça, on le voit, c'est assez récurrent. Donc il y a des gens qui ont sur Curie uniquement, d'autres sur ADA. Oxygène et puis Turing de temps en temps. Voilà. Mais c'est plus par projet. Après, ce qui serait bien au niveau utilisateur, c'est d'essayer d'avoir une sorte d'uniformisation entre les centres avec des outils communs, quoi. Alors même s'il y a eu pas mal de progrès, mais ça, je pense que ça pourrait aider. Olivier, tu as envie de réagir? Donc juste pour rebondir là-dessus, effectivement, il n'est pas rare qu'un même projet reste 5 ans, 6 ans, 7 ans dans le même centre. Bon, après, au sein d'un même projet, les personnes changent et effectivement, elles arrivent avec des niveaux de compétences assez divers. On essaye de normaliser au maximum à la fois les procédures d'accès aux machines et la mise à disposition d'informations. Bon, après, on ne peut pas avoir non plus des plans de site web strictement identiques, mais dans chaque centre tiers 1, il y a une FAQ, il y a une documentation de base pour arriver à accéder aux machines, il y a des systèmes de tickets pour le suivi d'incidents. Enfin, bon, il y a quand même pas mal de travail qui est fait à ce niveau-là. Alors après, il peut y avoir les outils, hein, l'environnement. Hein. Souvent, effectivement, autour de l'utilisation d'un centre de calcul, c'est aussi les outils, les librairies qu'on peut trouver, un certain nombre d'environnements et
ce changement d'environnement peut être très perturbant et faire perdre pas mal de temps. Il y a aussi le stockage qui peut être différent pour ceux qui ont beaucoup de données. Enfin voilà, donc il y a des choses. On essaye quand même de converger beaucoup sur justement les procédures et les règles de conservation des données pour avoir des durées de conservation uniformes, des durées de projet uniformes, la durée d'existence des comptes utilisateurs sont les mêmes, la façon de les obtenir vont être normalisées puisqu'on va mettre un système un portail unique pour que les utilisateurs puissent faire leur demande d'accès aux différents machines tier 1 à partir du même point. Enfin, voilà, on essaye vraiment de normaliser à ce niveau-là pour que le passage d'un centre national à un autre soit sans couture, comme disait Jean-Philippe tout à l'heure. Eric, tu as des aspects à compléter ou pas nécessairement sur ce point? Attends, je garde le mien parce qu'après j'ai du mal à récupérer. Bon, moi, je suis d'accord avec le fait que nous aussi on a les retours sur le fait. Bon, en fait, le support c'est les centres de calcul. Donc déjà il y a des spécificités, chacun a ça en tête et après il a un petit peu envie de rester sur la machine où il connaît les pratiques de support, etc. Donc je pense que ça c'est un phénomène assez fort. Après en mécanique des fluides proprement dite, quand même une petite spécificité. Ça s'accommode peut-être, en travaillant, mais peut-être mieux du massivement parallèle. Donc il y a par exemple Turing, en mécanique des fluides, beaucoup de responsables de projet raffolent de cette machine parce que vraiment ils peuvent l'exploiter. Et en tout cas voilà, je pense que dans la tête des utilisateurs, le support c'est les centres, donc il n'y a pas forcément la conscience qu'il y a quelque chose au niveau du GNC pour harmoniser, etc. Mais moi, ce que j'ai envie de dire en complément, là, c'est un autre sujet. Moi, je pense vraiment, sur la base des discussions ou parfois ce qu'on lit dans les projets, qu'il y a une autocensure de la part des utilisateurs dans la sollicitation du support. Et je pense que, en fait, ils ne sont pas sûrs de savoir ce qu'ils peuvent demander. C'est-à-dire la nature de la demande. Est-ce que ça doit être principalement du système, de la compilation, du portage? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à du développement? Est-ce que ça peut être du support très avancé, très spécifique, etc. Et là, moi, je pense qu'ils répondent toujours à la question non, ça, je peux pas quand même, je peux pas demander ça, etc. Donc, je pense que là, il faudrait peut-être préciser un peu ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas demander, éventuellement selon le centre de calcul. Voilà, ça peut-être il y aurait une clarification à ce niveau-là. En tout cas, vraiment, je pense que le mécanisme d'autocensure est très fort. Il est, je dirais, presque culturel aussi, parce que je ne veux pas polémiquer, mais je dirais quand même que dans les laboratoires, on ressent quand même qu'il y a le support au calcul intensif est quand même difficile à trouver je dirais en proximité, et à la fin ils intériorisent ces règles que non, de toute façon il faut qu'ils survivent sans support. Moi je dirais oui, ils sont suradaptés, moi je dirais les utilisateurs des machines, c'est-à-dire qu'ils sont suradaptés à se débrouiller au maximum tout seuls. Donc là il y aurait peut-être un petit changement de mentalité à accompagner. Et juste, je fais une suggestion et après j'ai fini. Moi, j'ai l'impression que, je sais pas, justement au niveau GENSI, c'est-à-dire pas au niveau des centres de calcul, mais au niveau GENSI, essayer de développer un outil pour compléter les documentations, genre forum, là, où chacun peut raconter, j'ai ça, qu'est-ce qu'il veut. Alors, si ça se trouve, vous allez me dire, ça existe déjà. Alors bon, peut-être, hein, mais en tout cas, moi, je connais pas trop les possibilités à ce niveau-là, mais je me dis que ça pourrait être une jolie idée pour aussi clarifier ce genre de choses. Une réaction, Jean-Philippe, peut-être Oui, alors effectivement, ça n'existe pas au niveau de GENSI, hein, ça existe éventuellement au niveau des centres. Ceci dit, il y a avec Prise 2, il y a quelque chose qui va se faire, c'est-à-dire le support, en fait, donc le HLST, le High Support Level Team de Prise 2, donc sur la machine du TGCC, est fait pour en fait un ensemble de personnes qui sont réparties dans les 3 centres. Donc en fait, on a déjà une équipe commune, les personnes sont taguées pour répondre aux sollicitations des utilisateurs de la machine, donc QRN
Curie ou Irène à travers les 3 centres. Donc en fait, on a déjà un embryon comme ça qui. Donc ça, c'est pour Press, le niveau Press. C'est pour Press. Donc bon, je dirais, voilà, ça commence quoi. Et le niveau mésocentre, parce qu'on n'a pas du tout évoqué sur cet aspect aide, assistance. Oui, alors une des particularités des mésocentres, c'est effectivement la proximité et donc le support aux utilisateurs de proximité. Et justement, je pense qu'il y a des choses aussi encore à développer avec les centres nationaux pour essayer être en cohérence avec eux pour l'accompagnement de nos utilisateurs sur les terrains. Et je pense qu'il y a certainement des discussions à avoir, une meilleure connaissance de l'utilisation des centres nationaux par nos utilisateurs pour pouvoir, nous, éventuellement, les accompagner au moins au départ sur ces tiers 1. Donc pouvoir les orienter vers la doc, pouvoir les orienter vers tout ce qui fait le support, etc., etc. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Et effectivement, notre force, c'est d'être juste à côté d'eux, quoi. Et donc le support utilisateur des mésocentres, c'est vraiment ce qui est le plus important, à mon sens, pour les mésocentres. J'avais Thierry et Virginie qui avaient l'air de vouloir... Oui, je voulais réagir sur ce que disait Eric, notamment cette histoire de forum. Ce que je vois, bon alors on a eu des petits couacs avec les centres, hein, c'est-à-dire le code marche pas bien ou est mal optimisé, et là on nous sort d'un coup une variable complètement obscure pour MPI qu'on peut pas deviner, et ça on se dit mais d'où ça sort, quoi. Et là, l'info, bon, nous, au niveau du labo, au niveau des utilisateurs, on le diffuse, mais c'est parfois un peu obscur. Et c'est important. C'est important. Voilà. Ça veut dire qu'un forum pourrait permettre de trouver ce genre d'infos que d'autres, en se baladant sur un forum, se rendent compte que d'autres se sont posés la question. Ça pourrait être ça, ou je sais pas. Je pense que si c'est pas public, le centre a de bonnes raisons que ce soit pas public, parce que je pense que s'ils peuvent s'éviter... en général, ils diffusent l'information, hein, ça va dans leur sens, ça limite le nombre d'appels, etc. Si on a eu le cas au dernier comité utilisateur Idriss, il y avait une commande qui n'était pas publique, voilà, parce qu'il y a des effets de bord de l'utilisation de cette commande, et il faut bien l'utiliser dans certaines conditions, etc. Donc bon, alors après, allez voir avec le centre, voir si vraiment c'est un oubli ou pas, mais... Et Virginie, tu voulais réagir? Nous, en fait, on a eu un C4, donc comité des utilisateurs du CINES, vendredi, justement, et on a discuté longuement de cette idée de forum, parce que justement, on s'est rendu compte qu'il y a des communautés qui rencontrent peut-être les mêmes problèmes, mais qui se parlent pas, et qui auraient un avantage, justement, à communiquer sur soit leurs difficultés, ou soit le fait qu'ils y soient arrivés. Et donc, on pense qu'effectivement, mettre en place un forum où les gens pourraient discuter des difficultés qu'ils rencontrent, ça serait certainement un atout, quoi. Et Olivier, c'est une idée qui... Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en place. Je voulais revenir sur ce que disait Eric tout à l'heure, où les utilisateurs se demanderaient jusqu'où ils peuvent aller dans leurs demandes. J'ai dit, il faut tout demander. Et puis il faut pas hésiter. Si j'étais vraiment cynique, je reprendrais Coluche et je vous dirais, dites-nous de quoi vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en passez. Mais c'est pas tout à fait ça. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est de vous accompagner vers les différentes solutions qui existent. Pour l'optimisation, il y a des choses comme l'initiative pour le passage à l'échelle des applications, le programme IPEA, qui nous a permis dans les centres nationaux de prendre quelques codes de calcul et de les optimiser pour essayer de les faire passer à l'échelle. Vous avez les accès préparatoires, vous avez... il y a plein de dispositifs, plus effectivement les équipes support qui sont là pour améliorer le travail au quotidien des chercheurs en aidant à faire une compilation, en optimisant des choses. Alors après, pour tout ce qui est options de MPI, etc., on peut aussi essayer de mettre en place des formations. Donc si on a plusieurs utilisateurs qui font remonter une certaine demande, au CINES par exemple, il y a 1 an et demi, on avait fait une formation sur Gaussian. Comment essayer d'avoir une bonne utilisation de ce code-là. Donc on peut réfléchir à des choses de ce type. Mais justement, comment se fait la remontée des besoins des utilisateurs? Est-ce que c'est quelque chose? Quel est le vecteur? Est-ce que, bon, typiquement, un forum comme celui-ci est un moyen de faire... C'est un premier niveau qui peut aider. Il y a le forum, il y a l'enquête que peut faire Gensin. Nous, on avait fait une enquête auprès de nos utilisateurs il y a 4 ou 5 ans qui avait fait remonter
des besoins également. Ensuite, moi, quand j'ai des réunions hebdomadaires avec mon équipe support, si je vois des demandes qui reviennent de façon récurrente, ben, on peut adopter des choses du style on met en place une nouvelle formation ou on met une nouvelle rubrique dans la FAQ ou des choses comme ça, ou on met en place un forum puisque c'est ce qui est remonté au dernier commute du CINES. Et là, on est sur des besoins relativement court terme, mais justement, la troisième partie, la troisième question, c'est aussi, il y a un enjeu de faire remonter l'expression de besoin sur un peu plus long terme. Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que c'est quelque chose, enfin, je sais que nous, dans la communauté climat, c'est quelque chose auquel on est assez habitué d'une certaine façon, et puis l'INSU a pas mal l'habitude effectivement de faire des réflexions prospectives. Comment est-ce que c'est vu dans d'autres communautés? Est-ce que c'est quand même un moyen aussi d'anticiper, d'aider? C'est une aide pour les centres de calcul pour essayer d'anticiper. Comment est-ce que vous voyez? Est-ce qu'on pourrait essayer aussi de travailler en anticipation? Thierry ? Donc j'ai commencé. D'abord le premier point sur le massivement parallèle. Donc moi je trouve qu'on a quand même pas mal évolué. On est capable de simuler sur un plus grand nombre de cœurs, mais c'est lent quoi. Quand on voit, on est passé de 10 à 100, certains codes arrivent à 1000, 10 000, cette évolution est lente. Les utilisateurs suivent un peu cette évolution. En fonction de ça, ils demandent un nombre de cœurs. Une autre évolution que je trouve qui arrive, c'est tout ce qui concerne, dans le cas des matériaux, les données expérimentales. C'est-à-dire que les données expérimentales qui sont de plus en plus importantes ont besoin de traitements de plus en plus importants. Donc le HPC commence à arriver vers eux. Donc ils ne sont pas du tout habitués à utiliser des centres de calcul. Je ne suis pas sûr qu'ils le feront un jour, mais on se retrouve, quand on regarde les puissances de calcul qu'ils ont besoin pour processer leurs données, ça devient faramineux, quoi. Un microscope électronique, ils veulent faire dans 5 directions des images, refaire une reconstruction 3D, on est sur un volume de 1 teraoctet de données, on sent que le processing va être très lourd, et là le petit PC ne suffit plus quoi. Donc là, ça c'est une évolution qui risque de partir. Qui va arriver en premier, sûrement d'abord au niveau des mésocentres, mais oui c'est une évolution... Tu avais peut-être pas fini dans ton... J'ai pas fini, mais... si. Effectivement, c'est des évolutions qu'on voit déjà arriver chez nous. Ces évolutions-là, les évolutions aussi liées aux communautés qui ne sont pas du tout familières avec le calcul intensif, mais qui ont de plus en plus des données à traiter. Donc je pense à la santé et au SHS en particulier. Donc c'est avec ces gens-là qu'on interagit beaucoup. Pour savoir vers quel type d'infrastructure il faut aller par la suite. Et effectivement, on essaye d'amener des infrastructures peut-être un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, qui sont des grosses machines HPC, pour répondre à ces besoins-là. Thierry, je te redonne la parole. Le deuxième point que Violaine connaît, c'est en fait on s'aperçoit qu'il y a un besoin de simplifier l'utilisation du calcul haute performance en allant vers du couplage ou des solutions plus simples. Et là, on est en train de travailler sur Grenoble sur des solutions de notebook, c'est-à-dire essayer de simplifier l'utilisation derrière du centre de calcul via des accès à des notebooks, des cahiers de manip, notebook Jupyter par exemple, où on aurait déjà des solutions développées par des utilisateurs, ou plutôt des développeurs, qui entoureraient. Donc une bonne définition, je pense, du notebook, c'est le gap qui manquait entre l'interface GUI classique avec des boutons et tout et le script. Et donc ces solutions sont assez flexibles parce que si je reprends mes données expérimentales ou même de simulation, souvent il faut enchaîner différents codes, il faut enchaîner différents traitements numériques et les gens ne maîtrisent pas complètement le calcul massivement parallèle, ils ont besoin de 10, 20, 30, 50 cœurs. Ça peut être du multiparamétré mais pas forcément, et là ça pourrait être une solution pour faire évoluer les centres de calcul. D'accord, donc là on commence à être sur le workflow en fait, sur la façon dont on... Exactement, c'est du workflow. D'accord. Il y avait Virginie peut-être Oui, moi je peux peut-être réagir plutôt au niveau des utilisateurs qui ont besoin de beaucoup de cœurs. Quand je voyais l'upgrade des machines, j'ai l'impression qu'en fait le nombre de cœurs augmente très peu. Par exemple entre Oxygène, Curie et IREN, j'ai pas l'impression... Il y a quoi, un facteur 2 en nombre de cœurs, non? Ou même pas?
Et du coup, je me pose la question, je me dis oui, il y a de plus en plus de gens qui font évoluer leur code parce qu'on parle pour l'Exascale de millions de cœurs. Donc j'imagine qu'il y a de plus en plus de gens qui tournent à plus de 10 000 cœurs. Et comment Gency compte gérer cette affluence de gens qui vont avoir de plus en plus besoin de beaucoup de cœurs, et comment on peut se préparer à l'Exascale en n'ayant pas accès à des machines qui ont beaucoup de cœurs, quoi. Alors, sur l'Exascale même, on aura, je pense, la deuxième table ronde, donc je ne veux pas non plus qu'on empiète trop, sinon Marie-Alice va me dire qu'on a traité déjà la deuxième table ronde, mais quand même une réponse rapide, Jean-Philippe. En ce qui concerne En ce qui concerne le nombre de cœurs, là, effectivement, on peut comparer qu'il y a quasiment la même chose entre Oxygène, Curie et puis Irène, sauf que Irène, c'est la phase 1. Donc on prend rendez-vous dans 1 an et demi, et puis on va voir si il n'y a pas beaucoup plus de cœurs. Donc là, c'est clair que ça va être oui. Ensuite, au niveau des développements, comment comment se préparer au développement des codes sur ces architectures, c'est tout le travail de la veille techno. Après, on dit, est-ce qu'il y a du support? Oui, il y a du support. Par exemple, si on prend alors de mémoire, il y a Denis qui est là, il va pouvoir confirmer ou pas. Mais il me semble que rien que sur le proto qu'ils ont à l'IDRIS, il y a quasiment la moitié du support qui est consacré à l'aide sur ce prototype. Parce qu'en fait, il y a tellement de questions de demande, d'aide, que ça monopolise une grande partie du support. Donc voilà, le support est là, donc il faut vraiment juste que les utilisateurs fassent la démarche, accèdent aux machines. Oui, mais c'est une des difficultés, moi, que je vois dans les machines qui viennent aussi. Par exemple, on voit il y a une grosse partition KNL, et savoir que pour les utilisateurs, porter leur code sur des KNL pour que ça soit performant, ça demande une compétence que tous les labos n'ont pas, ça demande des spécialistes de la parallélisation, et même je vois bien qu'il y a les cellules qui fonctionnent, mais il faut avoir au niveau des équipes le manpower pour faire le pont entre les deux, et ça c'est une des grosses difficultés, quoi. Bien sûr. Eric? Juste une remarque, ça a été un peu une arnaque le KNL, parce qu'on a dit il n'y aura pas besoin de porter, et au final on s'est aperçu qu'il faut énormément porter le code, quoi. Oui, mais là, tout le travail que vous faites sur le KNL, il va profiter sur toutes les architectures. Donc c'est pas un travail en vain, c'est pas un... Voilà. On n'a plus besoin du KNL après. Il faut vraiment... Alors Eric. Non, oui. Alors pour la question, comment essayer d'anticiper. Voilà, c'est ça. On peut faciliter le dialogue entre communautés. Exactement, c'est ça. Comment consulter. C'est ça la question initiale. Voilà, comment réussir à obtenir un retour des utilisateurs sur leurs vrais besoins. Alors là, peut-être au niveau comité thématique, on est assez bien placé, parce que en fait, en lisant les dossiers, on comprend. Et ce qu'on comprend avant tout, c'est finalement il y a des besoins très divers. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont besoin d'énormément de cœurs pour beaucoup de mémoire, il y en a qui ont besoin d'énormément de mémoire, etc. Donc il faut vraiment un tiers 1, enfin ils n'ont pas le choix, mais bon, en termes de nombre de cœurs, c'est pas... Bon, voilà. Même aussi en termes de pratique de calcul, certains vont faire des choses assez paramétriques, des calculs assez quotidiens, ils veulent des temps de restitution assez rapides, mais tout le long de l'année. D'autres vont vouloir faire une sorte d'énorme calcul comme ça, qu'ils vont préparer pendant des mois, et puis hop, ils vont le lancer. Bon, voilà. Et alors, donc... Finalement, voilà, moi je pense que il faut les sonder, mais quand on va les sonder, ce qu'on va découvrir, c'est que les besoins sont très hétérogènes, et que j'ai l'impression que la seule réponse, c'est d'avoir un parc lui-même hétérogène, c'est-à-dire éviter de rester sur le même type de machine sur les différents centres, parce que bon, le KNL, il y a des avantages, mais il y en aura qui seront prêts, donc ils seront ravis de l'avoir quand même, et puis etc. C'est comme ça que ça marche. Donc moi je pense qu'il faut vraiment avoir cette réflexion-là. Et puis deuxième chose, là je voudrais vraiment aller dans le sens de ce qui a été dit, mais il y a une énorme appréhension de la part des utilisateurs sur la question de l'extinction des codes à cause d'une architecture qui est trop spécifique, trop exigeante, et voilà, et avec aucune possibilité d'y échapper. Je pense qu'on reviendra sur c'est typiquement un des points qui va être abordé dans les tables rondes suivantes. Justement, parce que je voulais rebondir sur la difficulté justement de maintenir des codes, c'est-à-dire maintenir des codes qui doivent s'adapter à différentes architectures, et donc ça c'est une grosse complexité, surtout que c'est des codes de recherche de physique, donc qui évoluent de par la physique ou la chimie qui traite, ou n'importe quelle, et en même temps être obligé de faire évoluer les codes en fonction des différentes architectures, c'est vraiment quelque chose de très lourd à porter pour les laboratoires. Je pense qu'effectivement on va revenir, c'est des points qui vont
vont revenir sur les tables rondes suivantes. Est-ce qu'on pourrait voir, est-ce qu'il y a déjà des questions? Alors, Thomas, tu nous aides. Alors, est-ce que entre les visionnautes et la salle, je pense que ce serait bien qu'il y ait un peu de réaction. S'il y a beaucoup de questions, on va essayer de prendre des paquets de questions. Comment ça avant de lancer, Édouard, attends, est-ce que tu peux me dire comment ça se passe de l'autre côté, parce que j'y vois rien là de ce côté-là. Annabelle va recueillir les questions de la salle, et moi j'ai une question sur le chat. Donc il n'y en a pas une tonne, quoi. On n'est pas submergé. D'accord. Bon, c'était ça que je voulais voir. Donc je vous propose d'abord de commencer par les questions de la salle, et puis de ne pas oublier la question qui vient d'un visionnaute. Voilà, Édouard. Oui, bonjour. C'était plus un commentaire qu'une question. Il y a eu beaucoup de remarques sur l'accès au tiers 0. Et donc, je voulais un peu faire le point dessus. Je pense que dans Presse 2, ça a pas mal changé quand même. Les résultats c'est pas si difficile. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 55% des demandes qui sont acceptées, ce qui n'est pas si mal. Et en France, on est un petit peu au-dessus de la moyenne. Il y a à peu près la moitié des demandes qui sont acceptées complètement et l'autre moitié où il y a une réduction. Donc, c'est plus tout rien complètement. Je pense que les Français ne sont pas forcément les plus proactifs. Il y a eu 9 demandes presse français au dernier call. Sur la lourdeur des dossiers, donc j'ai fait le calcul, il y a eu moins de 200 pages rédigées par les Français pour 125 millions d'heures accordées. Donc ça veut dire qu'y compris ceux qui n'ont pas les heures, ça fait 1,5 pages par million d'heures. Et pour ceux qui ont les heures, ça fait un peu plus d'une demi-page par million d'heures. Je ne sais pas si c'est un très bon calcul, mais ça montre quand même que on peut comparer. Tu veux dire ça vaut le coup, ça vaut le coup d'y aller. Un autre point, c'est que ça c'est plus difficile scientifiquement, mais les répartitions dans presse des demandes en fonction des thématiques sont un peu différentes. Et il y a notamment énormément de demandes. C'est de loin la thématique la plus représentée en chimie et matériaux. Alors que dans GenSci, chez les Français, ce n'est pas le cas. Donc là, je ne sais pas s'il y a... bon, ça sera à réfléchir. Et le dernier point que je vais mentionner, c'est qu'on voudrait avoir accès à des diversités d'architecture, des choses comme ça. Je pense que Presse, ça permet ça. Et si on regarde les demandes françaises, les Français dans Presse, ils demandent Curie. Donc Curie marche bien, on connaît bien les gens, on est au TGCC, on est un peu à la maison, c'est confortable, c'est très bien, vous êtes bon. Donc c'est bien. Mais je trouve que c'est un peu bien. Il y a accès par exemple, à des machines comme PISDEN, qui est quand même 3e au top 500, où la pression était assez faible. Il y avait à peu près 120%, une pression d'un facteur 2. Il y a 0 demande française. Il faut avoir un code prêt pour du GPU. Oui, mais il y a quand même aussi d'autres architectures. C'est-à-dire qu'on est à 70% des demandes françaises européennes sur Curie. Et je pense qu'il y a quand même... il y a des opportunités dans Presse. Je pense qu'il faut y aller, en profiter. Et pour revenir sur ce que disait aussi Virginie, il y a maintenant les aspects multi-aires. Donc on peut avoir des demandes sur plusieurs années. Et ce n'est pas forcément des très grosses demandes. Et c'est quasiment pas utilisé. Et c'est un processus qui est déjà en place. Et ce n'est pas plus dur que les demandes annuelles. Donc je pense qu'il faut y aller, qu'il y a vraiment des opportunités dans Presse et qu'il faut en profiter. Oui, c'est-à-dire que les demandes pluriannuelles, ce qu'il y a, c'est qu'ils veulent limiter le volant total pour ne pas surengager l'année suivante, mais c'est un mécanisme qui existe. C'est réexaminé. On a une demande sur plusieurs années, et au bout d'un an, les gens viennent, ils font un exposé, et donc c'est réévalué pour l'année d'après. Donc on a plus de chance, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'engagement formel pour les 2 ans, donc du coup c'est plus souple. D'accord, donc au début il y avait l'idée de limiter à 20% du total, enfin des choses comme ça, c'est peut-être un peu moins... De toute façon aux États-Unis, le multi-annuel dans Insight, ils doivent revenir quand même chaque année, hein. Donc ça, qu'il y ait un point fait chaque année, ça correspond, mais ça donne quand même une visibilité sur... potentiellement sur plusieurs années. Sur des réactions, même peut-être Thierry, donc ça veut dire que la communauté française de chimie matériaux, elle est un peu frileuse, alors que d'autres communautés le sont ailleurs, en Europe le sont moins. Je pense que la communauté matériaux est plus importante en Europe qu'en France, hein, c'est historique. C'est une taille c'est une taille, c'est tout. Voilà. Après, frileuse, on a eu des projets qui sont passés, je répète, hein, la marche est assez haute, mais il y a des gens qui y vont, oui. Une petite question dans la salle. Peut-être juste un petit peu de réponse. Juste pour rebondir sur l'histoire que les gens vont sur Curie et plutôt pas d'autres machines, je pense que c'est ce qu'on discutait déjà tout à l'heure. C'est difficile d'aller dans un autre environnement sans connaître les équipes support. Et je sais par exemple que nous, on a eu une mauvaise expérience en Italie. Quand on ne connaît pas le support et que le support n'est pas réactif et qu'on voit les heures défiler alors qu'à la fin, on doit rendre des comptes sur les 50 millions d'heures dépensées, c'est
assez stressant. Donc je pense que c'est aussi pour ça que les gens choisissent de ne pas changer d'environnement, quoi. J'aimerais bien une réaction de Jean-Philippe. Est-ce qu'en fait, il n'y a que les Français qui font ça, ou est-ce que les Allemands font pareil, ont tendance à rester sur leur centre, les Italiens, les Espagnols, les Suisses? Est-ce qu'on sait ça, en fait? Parce qu'on n'est peut-être pas les seuls à faire comme ça. J'ai le droit de ne pas savoir tout de suite. Non, justement, non, mais je pense que c'est une question. C'est-à-dire, ça vaut peut-être la peine de le regarder. D'accord. Je vais faire appel à un ami. D'accord. Est-ce qu'il y a un ami qui peut répondre? Les Allemands, c'est pour ce call 15, donc je ne sais pas si c'est statistiquement représentatif, mais les Allemands, ils n'ont rien demandé en Allemagne, ils ont demandé sur Marconi, sur Curie et sur Pisden. D'accord. Donc bon, ça correspond aussi, je pense qu'il y a un biais, c'est que les Allemands, ils ont quand même des attributions nationales, c'est-à-dire sur leur machine, ils ont une grosse fraction, ils n'ont pas forcément besoin. Donc presque pour eux, c'est plutôt une opportunité de faire des choses différentes. Et en demande moyenne, les Allemands, ils ont eu des demandes à en moyenne 65 millions d'heures, alors que la France est à 25 dans les demandes de temps acceptées. D'accord. Ok. Il y avait une autre question ou commentaire derrière? Oui, bonjour, Patrick Bégaud de Grenoble. Sur les accès sur Price, je voulais parler un peu d'une expérience. On a eu 2 projets Price. Je veux dire que Price, c'est généralement un très gros calcul qu'on cherche à passer, une très grosse géométrie, un grand nombre d'heures, un grand volume d'heures. Et ce qu'on a pu rencontrer, c'est qu'on ne passe pas de tiers 1 à tiers 0 facilement. Typiquement, on a rencontré des problèmes de maillage la dernière fois qui ont mené un petit peu à l'échec de la grosse simulation. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un accès un peu préparatoire où on puisse valider avec quelques millions d'heures la simulation qu'on voudrait mener pour ensuite déboucher sur le projet à 10, 20, 30 millions d'heures de la simulation réellement? Il y a des accès préparatoires, alors qu'ils ne sont peut-être pas à l'échelle d'1 million d'heures, mais il y a des accès préparatoires. Donc mais bon, c'est peut-être pas suffisant. Christine, tu voulais répondre ou réagir? Ah, c'est une autre question. Bon, excusez-moi, c'est pas toujours facile de manager les questions-réponses. Donc moi, je voulais quand même revenir sur les canaux de communication entre les utilisateurs et les centres de calcul, parce qu'on a mis en place donc, les comités utilisateurs, même si on peut faire beaucoup mieux, j'en doute pas, mais c'est quand même un canal privilégié dans lequel vous avez des représentants utilisateurs à peu près dans tous les comités thématiques. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que chacun doit prendre sa part dans l'affaire. Il n'y en a pas qui sont actifs et d'autres qui sont passifs. Donc, s'il n'y a pas de remontée de besoins utilisateurs parce qu'ils ne contactent pas leurs représentants, les représentants ayant la liste quand même de tous les utilisateurs de leur comité, s'il n'y a pas de remontée, et ben forcément, l'échange ne va pas se faire. Maintenant, nous, je trouve que ça marche plutôt bien parce que suite à des expressions de besoins du comité utilisateur, ça nous a amené à mettre en place un certain nombre de services. Donc, vous verrez tout à l'heure. Mais c'est un point qui est super important. Et c'est un peu comme les associations de parents d'élèves. Si vos représentants, vous leur dites rien, il ne va rien se passer. Donc, je voulais juste mentionner quand même que tout le monde est acteur dans cette affaire-là pour faire marcher le système. Pas nécessairement attendre que ça vienne comme voilà, ça. Voilà, exactement. Eric, tu veux réagir là-dessus? Non, oui. En fait, bon, ça on le voit dans les dossiers aussi, c'est drôle d'ailleurs, c'est-à-dire que certains racontent comment ils ont optimisé leur code pour convaincre qu'il faut leur donner les heures et font référence au support. Alors là, c'est extraordinaire et justement ils disent oui, j'ai gagné un facteur 5, j'aurais jamais réussi moi-même, etc. Donc je pense qu'il y a une grosse satisfaction. Et peut-être les comités d'utilisateurs, presque, c'est un petit peu pensé comme ah, s'il y a un problème, je le signale. Mais là, à mon avis, c'est pas là qu'est le problème. C'est pas un problème, c'est l'autocensure. Et l'autocensure, elle va jusqu'à ne rien demander au support. Et on ne va pas passer par un comité d'utilisateurs pour dire je voudrais faire optimiser mon code. Enfin, il faut s'adresser directement au support. Je pense que c'est un problème culturel, c'est intériorisé. Voilà, il faudrait essayer de libérer un peu les gens et qui demandent réellement ce dont ils ont envie. J'imagine que le forum là peut aider. Oui, bien entendu, mais enfin, il faut distinguer les dysfonctionnements ou des améliorations pour lesquelles effectivement il faut passer par l'assistance, le support utilisateur. Les comités utilisateurs étant là en cas ultime, si des problèmes persistent ou s'il se pose des gros soucis. Maintenant, quand même, quand on voit le nombre d'appels à la hotline, tout le monde ne s'auto-censure pas quand même. Bon, après, moi, je ne sais pas, c'est à vous de porter la bonne parole, effectivement, s'il y a des utilisateurs qui se censurent. Mais le comité utilisateur, c'est à un autre niveau, normalement. Ça vous permet aussi d'exprimer des besoins, pas forcément court terme. Et nous, ça nous permet aussi d'échanger avec les représentants, en tout cas, pour proposer des évolutions. Donc, chez nous, c'est vraiment un lieu d'échange.
Et bon, alors après, je ne peux pas savoir si ça répond à tous les besoins, mais c'est quand même un point important. Au-delà de ça, bien entendu, que ce qu'on a dit tout à l'heure, aussi bien sur mettre en place un forum ou un fil de discussion, je ne sais pas trop comment ça doit s'appeler, ça aussi, c'est des choses qui sont en cours de mise en œuvre, de la même façon que des formations pour des nouveaux utilisateurs. Voilà. Thomas, la question Alors du coup, entre-temps, on a eu quelques questions supplémentaires sur le chat. La première, donc c'est pour les projets dont le nombre d'heures demandées ne cesse de croître d'année en année, mais sur des codes peu parallélisés, quelle est finalement la meilleure stratégie moyen terme par rapport à la demande GENSI? Diviser ce type de projet en petits projets moins gourmands ou aller à Price, même si pas du massivement parallèle? Est-ce qu'il y a plusieurs questions? Alors il y en a plusieurs. Celle dont je parlais tout à l'heure, c'était les exemples de Makefile des utilisateurs pourraient-ils être mis à disposition d'autres utilisateurs? Donc là, c'est une question plutôt sur la documentation commune au centre, voilà, la documentation étant parfois peu mise à jour. Déjà, c'est à peu près tout. Alors une dernière, alors une remarque sur le forum, en alternative au forum et en complément aux listes de diffusion, pourquoi ne pas réfléchir de mettre en place une plateforme nationale de Stack Overflow en privé pour les utilisateurs tier 1, tier 0? Alors là, moi, il me faut une traduction parce que je ne sais pas ce que c'est. Une plateforme d'échange. D'accord, merci. Parce que oui, c'était pas très différent d'un forum, si. Alors apparemment, il y a on va dire une. Enfin, c'est la même idée de c'est la même idée, échanger, mais voilà. Voilà, il y a une base un petit peu de développement on peut le faire de façon différente, mais c'est quand même la même idée de forum. Donc le deuxième était plutôt un commentaire. La plateforme, on a quand même pas mal déjà échangé, et je pense que ça c'est un des points qui ressort. La stratégie, quand on a des millions d'heures qui augmentent, qu'on n'est pas très parallélisé, je sais pas, Violaine, Jean-Philippe, quelle réaction, ou Olivier? Effectivement, ça c'est des problématiques qui se retrouvent sur les très grosses machines de calcul qui sont effectivement pas forcément taillées pour accueillir ce genre de code et qui rentabilisent pas la machine finalement quelque part. Après, au niveau des mésocentres, on peut accueillir ce genre de calcul, mais dans la mesure des disponibilités des machines, on a des machines qui sont occupées à 85 voire 90%, donc on est, enfin voilà, on peut effectivement, on est taillé pour accueillir ce genre de choses. Là, une grande partie des codes qui tournent sur les machines des mésocentres sont séquentiels, hein, donc effectivement, ça pourrait être adapté, sauf qu'on n'aura pas forcément les moyens d'accueillir toutes les demandes sur les tiers 1 qui sont dans ce cas de figure. Jean-Philippe, tu as une réaction là-dessus? Un peu, c'est les demandes qui pourraient être un peu à cheval, de même qu'on avait tout à l'heure Virginie qui disait des grosses demandes qui ont du mal à aller à Price, mais qui sont quand même trop grosses par rapport au tier 1. Donc on a la même question entre tier 1 et tier 2, hein, c'est-à-dire une grosse demande qui serait plutôt du tier 2, mais qui est un peu trop dimensionnée par rapport à du tier 2. Comment elle fait? Non mais en fait, c'est pas. Enfin, il faut décorréler le fait que la personne fasse une grosse demande d'heures par rapport à la taille de son code. C'est-à-dire, on peut avoir un code qui est assez petit, mais il fait tourner plusieurs fois, donc ça génère beaucoup d'heures, versus un code qui va faire tourner que quelques fois, mais qui est gigantesque. Au niveau optimisation des machines dans les centres nationaux, on a quand même besoin de codes qui sont suffisamment petits pour boucher les trous au niveau exploitation. C'est-à-dire, en fait, si vous faites tourner que des gros codes, rapidement, vous ne pouvez pas avoir une utilisation optimale de la machine. Donc, on a besoin aussi de petits travaux. Hein. Nous, c'est juste indispensable. Mais il ne nous faut pas trop. C'est juste ça notre difficulté, hein, au niveau des centres. Mais c'est juste indispensable. Hein. Est-ce que ça veut dire que typiquement une demande comme ça qui arriverait au mésocentre et le mésocentre qui ne peut pas arriver, éventuellement la fait remonter et dit comment on essaye de traiter ce genre, enfin un dialogue voilà, à nouveau, je pense que ça met en exergue le fait qu'il faut discuter entre nous pour voir comment on traite ce genre de choses. Et typiquement, nous, on travaille par exemple avec la physique des hautes énergies pour récupérer un certain nombre de jobs qui sont très CPU computing d'Atlas ou de genre d'expérience pour justement avoir la même, les mêmes problématiques d'optimisation sur nos machines. Eric ?
Juste alors, bon, d'abord mon expérience là justement de président de CT, c'est que en fait dès qu'on cherche à creuser par rapport à une demande, pratiquement tout le temps on découvre que cette demande est fondée. Parfois elle est mal expliquée, elle est fondée. Et alors, donc est-ce que c'est bien de passer sur tel centre de calcul ou pas, etc. Moi j'ai l'impression que ça s'auto-régule fondamentalement. De toute façon, presse, il faut être au-dessus d'un minimum et on ne va pas le consommer le minimum sur un cœur. Donc à la fin, si le demandeur consomme les heures qu'il a demandées, pour moi c'est bon. Enfin, je vois pas pourquoi on essaierait de faire un raisonnement très élaboré pour rediriger différents projets. Le responsable de projet sait ce qu'il veut consommer, sait ce qu'il va pouvoir consommer. C'est quand même assez simple de savoir ce qu'on va pouvoir consommer. Donc voilà, s'il remplit son contrat, pour moi il n'y a pas à le rediriger. Enfin voilà. Oui, alors après le problème c'est que probablement, enfin c'était l'autre jour au comité d'évaluation, là, Denis, tu mentionnais qu'il y a même des gens encore dans les mésocentres qui ne savent pas qu'ils peuvent avoir accès à Gency. Donc il y a peut-être encore besoin d'huile et d'informations pour faciliter les passages et que l'autocensure ne soit pas trop forte pour certains. Après, l'optimisation, c'est pas toujours évident. Je pense qu'on arrive à la fin de la table ronde. Là, je vous remercie à tous. On a eu une table ronde bien vive. Très bien, merci beaucoup. Et puis, on va passer à la suite. On a une petite pause de 10 minutes, un quart d'heure